Radio Maton de Gérard Courant, avec comme invité Théo Hernandez, qui est un cinéaste mexicain. Radio Maton, l'émission de Gérard Courant, avec ce soir Théo Hernandez. On vient d'écouter un des derniers leaders de Richard Strauss. Alors Théo Hernandez, tu es un cinéaste, comme je l'ai dit, mexicain, mais qui vit en France depuis déjà combien d'années? Une quinzaine d'années? Une bonne dizaine d'années. Moi je disais une quinzaine d'années, mais je crois que tu es venu en France à partir de Oui, pour 1966. la première fois en 66, oui. Je pense qu'il y a une Oui, première fois, après tu es reparti au Mexique. Et... oui, je suis rentré en 75 et disons que depuis cette date-là, la dernière, j'ai travaillé beaucoup avec mes films. Donc, Mais attends, entre 66 et 75, tu étais au Mexique? non, de 66 à 75, j'ai fait plusieurs séjours en France. Ah oui. Mais tu faisais des séjours en France en étant en partie au Mexique ou tu étais dans d'autres Non, pays? j'étais ailleurs aussi. J'étais ailleurs. Oui, Parce que je sais que bon, tu as fait des films autour de 68 à Londres, oui. mais en fait tes premières expériences cinématographiques remontent à Bon, Mexico. la première, ça remonte à Mexico, oui. C'était en 1960. Et j'ai eu l'occasion de filmer André Malraux qui visitait le pays Ah à bon, ce moment-là. André Malraux. Oui, oui, qui était. C'était une visite C'était officielle. une visite officielle, oui. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un film sur André Malraux. Oui, c'est-à-dire que je faisais un film sur les activités culturelles de l'Institut français de l'Amérique latine. Et André Malraux visitait à ce moment-là l'Institut. Donc on en a profité pour filmer sa visite à l'Institut. Est-ce que ce film existe? Ce film existe évidemment, mais il était inachevé. Il reste 4 ou 5 séquences, dont peut-être 3 que j'ai réalisées. Mais je ne peux pas dire que ce soit un film abouti. Le fait, c'est qu'on arrêtait de le continuer, du fait qu'il n'obéissait pas à ce qu'on cherchait à faire. Parce que là, ce film était un peu l'aboutissement de toute une enfance de cinéphile. Enfin, tu m'avais dit que tu étais un grand cinéphile, que tu allais beaucoup au cinéma. C'était des doubles programmes. Oui, peut-être le problème avec le film, c'est qu'il n'était pas un aboutissement en fait. C'était un film qui se situait en dehors de tout, de tout ce qui t'intéressait au cinéma. de tout ce que je voulais vraiment faire au cinéma. Parce que là, c'était Oui. presque un Donc, documentaire. avec mes autres films, oui, je peux dire que c'est un aboutissement de tout ce que j'ai vu. Mais là, moi, je voudrais parler de cette enfance au Mexique. Qu'est-ce qu'on pouvait voir comme film au Mexique dans les années 50, 40-50? Mais on voyait toute la production américaine, à peu près tout. On voyait la production nationale, on voyait aussi des films, quelques films européens. Bon, dans les années 40, c'était difficile du fait qu'il y a eu la guerre. Mais les films américains, par exemple, c'était oui, en version originale? Toujours. Tous les films étrangers passaient en version originale, sous-titrés. Ça, c'était une chance, parce que, par exemple, en France, c'est impossible de faire admettre les versions originales, à part des mordus, mais qui ne représentent pas le centième de la population. La plupart des gens refusent la version originale, alors que dans un pays comme le Mexique, c'était chose courante, même chose obligatoire, il n'y avait pas d'autre solution. Oui, Il n'y avait pas de doublage. ça. Non, il y a eu à une certaine époque, mais les gens n'ont pas aimé, ils ont arrêté de le faire.
Il Mais préférait les films sous-titrés. et alors justement, en tant que spectateur, de jeune spectateur, qu'est-ce que ça t'a apporté de voir les films en version originale? Est-ce que c'était un avantage Ah ou oui, pas? évidemment, du fait qu'on entendait la voix de... C'est surtout la voix qui doublait, ou seulement la voix. Donc, j'avais déjà cet D'entendre avantage la voix de Marlène d'entendre la Dietrich, par voix exemple? originale, par exemple, oui, ou de Marlon Brando, ou de n'importe qui, des gens qui avaient des voix extraordinaires et que doubler Et aurait tout perdu. on voyait tous les films américains. Pratiquement tout. Ouais. Et comment réagissaient Tous les gens là-bas? les... Est-ce qu'ils aimaient vraiment ça? En général, Ah le oui, public. c'était le film américain, ça a toujours été assez populaire en Amérique C'était plus latine. populaire que les films mexicains? Euh, d'une certaine manière, oui. D'une certaine manière, c'est-à-dire que les films mexicains, c'était plutôt des films qui étaient vus par les prolétaires ou les paysans. Et Tandis que les films américains, c'était vu surtout par la bourgeoisie. en fait, les films américains Donc étaient faits quand c'est même pour faire rêver difficile, les hein. gens, donc j'imagine qu'ils devaient intéresser aussi pas mal les gens du peuple. Oui, mais c'est surtout les gens de la ville et des petites villes qui allaient voir des films américains. Mais de toute façon, dans tous les cinémas du pays, ils passaient des films américains. C'était un marché, c'était un circuit entre les mains des Américains. Et quels étaient Ils passaient des les films films qui qu'ils t'intéressaient aiment. le plus et les stars qui t'intéressaient le plus dans le cinéma américain à l'époque? Oh, mais ça varie depuis. C'est pas quand j'étais tout petit, bon, d'abord c'était Blanche-Neige. C'est-à-dire que mon, Walt Disney? mon premier choc cinématographique, c'était Blanche-Neige et les Sept Nains de Walt Disney. Euh, je pense que je ne me suis pas encore remis, d'ailleurs. Si on cherche, on trouve une certaine trace dans mes films. À part ça, j'aimais beaucoup Ava Gardner. Euh, Ouais. Ava Gardner, c'était pour moi la plus belle femme du monde, comme, comme il disait d'ailleurs. Ouais. C'était la publicité C'était la publicité de pour les l'époque, films. ouais. Ouais. Et quels étaient les autres? Euh, bon, j'aimais aussi. C'était surtout des stars, c'était plus des stars que des réalisateurs en fait. À Ah, l'époque, n'importe comment dans le cinéma ah américain, oui, c'était les stars qui étaient mises en avant, c'était au pas début, tellement les cinéastes. j'allais voir des films par genre et par les vedettes aussi. Donc C'est-à-dire les j'avais genres j'avais un mélodrames. goût assez prononcé pour les films de cap et d'épée, des films de pirates comme tous les films d'Errol Flynn. Ouais. J'aimais beaucoup tous les films qui avaient comme sujet les mille et une nuits, parce qu'à cette époque-là, on a fait plein de versions de contes des Aladdin. mille et une nuits, Aladdin, Alibaba. Donc j'aimais beaucoup Maria Montez, C'était des Sabu, jolis et films gens. d'aventure avec beaucoup de trucage. C'est Oui, ça, hein. oui, Des aventures absolument plein extraordinaires. d'actions, plein de décors absolument délirants, au goût hollywoodien. Des aventures qui se passaient dans plein de pays en même temps. C'était Oui, des mises en scène assez fabuleuses. oui, c'était tout à fait ça. Et, Euh, et donc, c'était les genres qui me plaisaient. J'ai commencé déjà à aimer les mélodrames, parce qu'il y avait ouais. énormément de mélodrames. Donc, euh, comme j'étais très libre, j'allais voir pratiquement tous les films que je voulais. J'allais voir aussi des films que, comme principe, c'était des films pour adultes. Oui, quand tu Euh, étais très jeune, tu allais voir les films d'adultes. Il y avait pas oui, n'importe comment, il n'y avait pas de censure parce que les films hollywoodiens étaient faits pour être vus voilà, par tous les exactement. Oui. publics, de tous âges, de toutes classes. C'était ça la Il n'y grande avait que force de ce des films cinéma. européens qui arrivaient avec une réputation de films, Interdit au moins de 18 ans ou des choses comme voilà, ça. oui, oui. Oui, c'était la carte du cinéma américain justement de jouer tous les publics. Il fallait qu'il soit vu par tout le monde et qu'il soit Donc tout compris le par monde tout le monde. pouvait y aller. Ouais. Après, petit à petit, c'était déjà vers l'âge de 10 12 ans, j'ai commencé à regarder les noms des réalisateurs. Ah oui, C'est-à-dire à m'intéresser, à réaliser que le réalisateur était
la personne la plus importante du film. Et j'ai commencé à aller voir des films par le réalisateur. Mais c'est une chose qui t'est venue comme ça ou c'est C'est venu petit à petit. C'est venu petit à petit. À force de regarder des films, je commençais, disons, à élargir mon champ de vision et à voir des choses qui n'étaient pas seulement... Mais à partir de ce moment-là, est-ce que tu pensais, toi, à faire des films Tu as pensé à partir de quel C'est âge vers l'âge de 10 ans que j'ai commencé à avoir le désir de faire du cinéma. Mais ça, je trouve. évidemment, c'était complètement hors de ma portée. Non, mais je trouve Il que n'y avait rien à ma disposition, il n'y avait rien qui pouvait me concrétiser ce rêve. Surtout au Mexique, ça devait être assez difficile, non, pour faire des films. Il fallait quand même être intégré dans un milieu cinématographique, j'imagine. C'était quand même... Oui, mais les années 50, on quand aurait même. pu faire du cinéma à l'amateur. Oh, le cinéma d'amateur, Je veux dire, c'était pas avoir très une développé à caméra. l'époque, quand même. Non, mais on pouvait le faire même si... Oui, mais le faire, c'est toujours le même quand j'étais problème. pas- Le cinéma d'amateur a toujours existé, mais s'il n'y a pas de possibilité de le montrer, le cinéma Oui. d'amateur n'existe pas. Oui, Bon, oui, mais pour moi, si- tous les problèmes se posaient. Donc, non seulement, déjà la réalisation d'un film, même amateur, je ne pouvais pas. Oui, oui. Euh, Et là, le film que donc, tu as fait, là, ton premier film, était un peu un film d'amateur, quand même, sur André mais non, parce Malraux. que c'était déjà un film fait avec une équipe. On était Ouais, mais ce qui dit 4 ou 5 amateur ne dit, personnes. Le peut film dire équipe était aussi. Hein. produit par l'Institut français, qui est un organisme assez puissant. C'était un film qui allait être diffusé, qui allait être montré. Donc, c'était une petite production indépendante, mais avec une en vue de la montrer un peu partout. Bon, nous allons rester avec Théo Hernandez et, en attendant, écouter des chants et danses de Turquie. Nous sommes toujours sur Radio Maton, l'émission de Gérard Courant.
avec Théo Hernandez, qui est un cinéaste mexicain qu'on a entendu tout à l'heure, nous parler de son enfance, des années 40, des années 50, des films qu'on pouvait voir au Mexique. Et je m'aperçois qu'on voyait peut-être un peu les mêmes films au Mexique qu'en France, par exemple. Oui, et peut-être plus du fait Peut-être plus de films américains au peut-être que Mexique. pendant la guerre, la production américaine a continué à sortir normalement au Mexique. Et après la guerre, c'était pareil. Donc, Peut-être même qu'à cause de la guerre, ouais, ouais. ils ont dû accentuer leur effort sur des pays comme le Mexique, qui n'étaient pas directement en guerre comme la France. Et donc, ils ont dû essayer d'ouvrir beaucoup plus de marchés. Ils ont développé les marchés et en plus à Hollywood, ils ont fait toute une série de films qui avaient comme sujet des histoires qui se passaient en Amérique latine ou qui utilisaient des comédiens, des chanteurs, des danseuses sud-américaines. Et à part les stars dont tu as parlé, comment t'es venu ce désir de faire du cinéma? C'est peut-être pas facile à dire, mais C'est difficile, oui, en effet, à dire pourquoi. Mais je sais pas, maintenant je me dis que j'étais légèrement frustré, peut-être, comme spectateur, comme un enfant spectateur. tu as voulu que les Et films aillent plus loin, voilà, exactement. J'avais toujours envie que certaines séquences se prolongent. que les gros plans durent plus Oui, je longtemps. me sentais frustré quand la séquence était coupée. Je me disais, il fallait pas couper là. Il Il fallait fallait continuer. continuer, oui. Alors c'est peut-être ça, une réaction. Et ça m'a donné envie de faire un jour les films Oui, parce que tes à films, la mesure justement, il y de mes a désirs. Ouais. dans tes films, des films comme Maya, comme Christo, comme Lacrime à Christie, il y a des plans bon, très courts, bien sûr, mais il y a aussi des plans très grands où Oui, le temps se déverse, il semble qu'il ne s'arrête plus. C'est on l'impression sent qu'on a. notion de prolongation, du désir C'est un de peu filmer. l'inverse de ces films bon, dont on parlait, standards, il devait y avoir pas plus de temps de baiser dans le film, pas plus de temps de choses, les plans ne devaient pas durer trop longtemps. Toi, tu fais un peu le contraire, mais bon, au bout du compte, le plaisir est un peu le même. Enfin, il y a beaucoup de plaisir à voir tes films, comme il y a beaucoup de plaisir à revoir ces séries B américaines ou des films avec Ava Gardner. Oui, et ce qui est curieux, c'est que ce cinéma qui était complètement normatif m'a donné envie de faire le contraire, quoi, de faire des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Parce que souvent, quand on a envie de faire le contraire, je sais pas, comme la nouvelle vague ou le néo-réalisme italien, bon, qui ont fait un peu le contraire de ce qui se faisait, Oui, de ce qui dominait à l'époque dans le cinéma, c'était vraiment une réaction contre, c'était presque une lutte contre ce cinéma qui existait. Mais toi, c'était quand même pas une lutte parce que tu l'aimais beaucoup aussi ce cinéma. Et peut-être que la nouvelle vague aussi, mais oui, mais aimait beaucoup ce cinéma oui, aussi. tu as C'est dit, un peu un rapport surtout la nouvelle vague. un peu, c'est un peu un rapport d'amour, de répulsion. Enfin, c'est toujours les deux choses sont un peu liées. Oui, je peux dire que j'aimais beaucoup ce cinéma, mais en même temps, je souhaitais d'en faire un autre cinéma, qui était bon, nourri du cinéma hollywoodien, mais il était nourri d'autres courants du cinéma aussi, du fait qu'après, je Après, parce connais... qu'après, tu as vu Ouais. la nouvelle vague, tu as vu Non, mais découvert les films underground mais, aussi. oui, mais ça c'était après, Après, c'est c'était dans les bien années après, 60. 10 ans Oui, parce après. que tu as fait quand même si tu veux, ton deuxième film en 68, c'est à ce moment-là. En 68, oui, oui, mais à Quand tu es 68, j'étais déjà un cinéphile plus ou moins formé, même si je ne connaissais pas tous les films qu'il fallait, je savais leur existence. J'avais déjà une idée sur l'histoire du cinéma. Mais disons que mes premières expériences, plutôt je pourrais dire mes premières leçons cinématographiques sont celles de mon enfance et puis celles de mon adolescence où j'ai connu aussi le cinéma européen. Et pour moi, Mais ouais, c'est une chose qui est restée cette enfance, parce que quand on ouais, voit ton film qui s'appelle Christo, enfin tu as fait deux films qui s'appellent Christo, celui dont je parle c'est le pluriel de cristal, il y a un moment donné, il y a un chant de Noël chanté en allemand. Je me souviens quand Ulrich Gregor, qui est le directeur du Festival de Berlin, qui avait d'ailleurs sélectionné le film, il avait été assez touché par cette séquence et quelque chose qui l'avait beaucoup frappé. Peut-être enfin, cette enfance du cinéma, je ne sais pas, qui passait avec ce chant de Noël qu'on entendait, puis, oui, ouais. puis ces images qui se déversaient.
C'est une chose qui l'avait beaucoup touché. Oui, oui, ça c'est un peu extérieur à moi, du fait que c'est pas moi qui a composé la musique, mais, mais il y a une sorte d'hommage, en effet, à certains courants du cinéma. Une certaine naïveté au Ouais. sens positif du terme. Enfin, c'est surtout ne pas essayer d'être un intellectuel, parce que bon, les intellectuels n'ont jamais très bien réussi dans le cinéma, ça on le sait. Justement, vraiment se laisser, tu te laisses aller, tu réponds à ton désir. Enfin, c'est très sensuel, et je pense que, enfin, les cinéastes qu'on admire, ce sont des gens qui ont une approche sensuelle du cinéma. Je crois que je le répète, on ne connaît pas beaucoup vraiment d'intellectuels qui ont vraiment réussi quelque chose dans le cinéma. Il y en a peut-être qu'un, c'est Godard, mais je vois pas tellement d'autres cinéastes vraiment intellectuels, des gens comme Sternberg, Stroheim. Ce sont des gens qui ne sont absolument pas des intellectuels, ce sont des saltimbanques, si on veut. Mais et je crois que dans le cinéma, ça me semble être de plus en plus évident à mesure que je vois des films. Je crois que enfin, le cinéma est allergique disons, à ce côté intellectuel dont on parle. Enfin, il y a un moment donné où il ne peut pas y avoir mariage. Enfin, c'est peut-être un peu comme ça dans la musique, je sais pas. Mais je sais pas, par exemple, il n'y a pas d'équivalent de John Cage dans le cinéma. Peut-être Michael Snow, mais il me semble. Mais John Euh, Cage bon, n'est qu'une petite partie de la musique, en fait. oui, oui, il faudrait peut-être chercher du côté du cinéma expérimental, du cinéma d'avant-garde, où les recherches intellectuelles sont Oui, mais toujours liées à la justement, recherche souvent ce sont des formelle. films imbuvables, hein, dans ces films-là. Il y a des recherches qui sont Oui, intéressantes, oui, il y a qui de tout. servent pour le langage du cinéma, qui font avancer le cinéma, peut-être. Mais en tant que spectateur, éprouvant un plaisir de cinéma, souvent c'est des choses quand même très rudes et arides. Alors que dans tes films, qui sont classés bêtement, à mon avis, dans des catégories cinéma expérimental, justement, on ne tombe jamais là-dedans. C'est vraiment au niveau du plaisir que ça se passe. Oui, disons qu'il faut toujours essayer d'en sortir du cadre qu'on t'a discerné. Cinéma expérimental, oui, pourquoi pas, mais Il faut quand se je méfier des pense au étiquettes, hein. cinéma, je pense... Toi, tu fais du cinéma, voilà, c'est ce que je dis, je fais du cinéma, bon, c'est du un point et cinéma c'est tout. qui est un peu différent des Ouais. produits standards, mais au bout du compte, il y a le plaisir qui est là, et c'est ça qui est important, au-delà de toutes les catégories et toutes les étiquettes qu'on peut mettre sur les films. Je crois que, enfin, ce qui fait la différence entre les films, si c'est le plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, bon, bah, le film n'a pas un grand intérêt. Il peut en avoir un quand même au niveau d'une certaine recherche, mais enfin, c'est, à mon avis, la qualité qui départage les films, c'est le plaisir. Et quand Oui. on voit tes films, enfin, en tout cas, moi, spectateur, j'éprouve du plaisir. Et ça, c'est très important, du fait que le plaisir, c'est une activité qui s'efface de plus en plus de toutes les activités humaines. Et Parce aller que, voir un film pour avoir du plaisir, c'est pas évident. parce que tous les vieux films hollywoodiens dont on parlait tout à l'heure, malgré tous les reproches qu'on peut leur faire, il y avait quand même ce plaisir qui passait quelque part. Il était là quand même. Et quand on voit les films aujourd'hui, il est toujours là. Oui, oui. Ava Gardner, dans certains films, si tu peux citer peut-être des films, quand on voit ça, c'est toujours aussi sublime. Oui, c'est vrai, la production hollywoodienne a travaillé d'une façon assez minutieuse la question de l'imaginaire et du rêve. Donc, c'est des films qui, à la longue, continuent à faire rêver les gens. Bon, Théo Ils avaient un Hernandez, certain pouvoir. on va continuer à parler de ça et on va écouter un morceau de musique indienne pendant quelques minutes.
On écoutait un chant de l'Inde, une chanson qui dit à peu près mon amour est mort et je ne peux plus vivre. Bon, c'est des histoires qu'on peut retrouver de partout. Et là, en ce moment, je suis en train de feuilleter un livre qui s'appelle Mon dernier soupir, et qui est signé Louis Buñuel, et il est dédié à Jeanne, ma femme, ma compagne. Et Louis Buñuel, c'est un cinéaste thaïlandais qui a beaucoup travaillé au Mexique, qui s'est remis au cinéma grâce au Mexique. La réalisation de ce film, j'aime bien. Mais est-ce qu'il avait du succès au Mexique, Buñuel, au début des années 50, par exemple? Parmi les intellectuels, oui, beaucoup, énormément. Mais au niveau populaire, par exemple, ces films n'étaient pas beaucoup vus? Ils étaient projetés partout, du fait mais que les gens ne savaient pas que c'était des Buñuel. Distribués. Souvent. Les gens ils allaient voir un film qui était à l'affiche. Mais disons que son premier film, enfin pas son premier film, mais à partir de Los Olvidados, oui, il avait fait d'autres films avant. Le film a fait tellement de scandales que les films allaient voir les films. C'est un film de Buñuel. Donc il était quand même à partir de ce film-là, il est devenu très connu. Parce que c'est un film en plus qui avait eu un prix à Cannes. Enfin, c'était important. Oui. Enfin, j'imagine que pour le cinéma mexicain, c'était un peu un événement parce que il n'y a pas eu beaucoup de cinéastes mexicains qui ont eu des prix. Non, à part Emilio Fernandez, il n'y avait personne d'autre. Ouais. Alors, tout à l'heure, on parlait de tes débuts, de tes véritables débuts du cinéma. On en a parlé très rapidement. Je voudrais qu'on y revienne. C'est vers 68. Tu habitais à Londres à ce moment-là. J'étais à Londres, oui. Et tu as rencontré quelqu'un qui s'appelait Celestino Corrodano. Oui, c'était un jeune cinéaste espagnol qui cherchait aussi à faire du cinéma. Il avait commencé avec une petite caméra à 8 mm. Il avait tourné un film à Amsterdam avec une de ses amies. Le film s'appelait, je crois, Lila, le nom de la fille. Et il nous a proposé, à moi et à notre ami colombien, de faire un film, si on voulait. Il avait sa caméra, il prêtait sa caméra. Il nous a prêté sa caméra. Caméra 8 mm à l'époque. C'était ça. Et puis moi j'ai commencé, ça m'a plu, et j'ai fait un tout petit film. En tout cas, lui, il a poursuivi son chemin, il a fait beaucoup de théâtre, il a fait un film absolument admirable que j'ai pu voir en Italie, qui est une version d'Hamlet absolument prodigieuse, qui ne ressemble à aucun autre Hamlet transposé au cinéma, j'imagine, quelque chose d'assez extraordinaire. Alors c'est un peu grâce à lui que tu t'es vraiment engagé dans le cinéma. Ouais, en partie, oui, du fait qu'il nous a fait. Parce qu'à un moment donné, il faut l'étincelle, il faut se jeter, il faut briser le tabou du cinéma. Voilà, il faut mettre la caméra dans les mains des gens et puis leur dire allez, vas-y. Vas-y, c'est tout ce qu'il fallait faire. Ça me rappelle une question d'un journaliste à Jacques Brel quand il avait fait son premier film. Enfin, il n'en a fait que 2. C'était France. Et il avait Édouard Molinaro comme conseiller technique. Et quand un journaliste avait demandé à Jacques Brel, alors qu'est-ce qui vous a donné comme conseil, Édouard Molinaro, simplement Jacques Brel lui a dit, mais le seul conseil qu'il m'a donné au début du film, il a dit vas-y. Je crois que c'est la meilleure. C'est la plus simple et la meilleure. C'est ça, il faut se jeter à l'eau et quelquefois ne pas hésiter à sauter dans le vide. Si on veut prendre des risques, si on veut faire quelque chose, il faut prendre des risques. Voilà, et depuis... Et après, tu as fait plusieurs films là-bas à Londres. C'est-à-dire j'ai commencé à Londres, après je suis revenu à Paris où j'ai resté 2 mois, où j'ai tourné ce que je peux dire, c'était mon premier vrai film, du fait qu'il avait un scénario que j'avais préparé 2-3 ans avant.
Le premier, c'était un petit essai que j'avais fait, un Oui, petit parce essai que personnel. tu travaillais beaucoup à partir de scénarios à l'époque. J'écrivais des scénarios, oui, Alors que mais maintenant, tu fais des scénarios tout à fait sommaires, hein. Il y parce avait que maintenant, tes rien de films sont précis. presque sans scénario, enfin, c'est que des notes, et puis à partir de ça, tu fais un Oui, travail voilà, d'improvisation. voilà, c'est ça. Oui. Alors, donc, tu as fait Pour le- plusieurs films, 5 6 films, 7 films même, je crois, à ce Oui, moment-là, en deux trois mais ans. ils ne comportaient pas tous des scénarios. Il y en Oui. avait deux, trois avec Même, un j'avais scénario, vu je un film de trouve. toi fait au Maroc aussi. Oui, oui. Après le film parisien, je suis parti au Maroc où j'ai fait trois ou quatre films. Ah oui. Et puis à un Donc, moment donné, il y a eu toute une coupure là, entre 70 et 75, tu n'as pas fait de film. oui, à partir de Tu 70 à 75, étais fâché avec le je n'ai rien cinéma fait. ou c'était, tu avais envie de voyager? Parce que je sais que tu as Euh, voyagé beaucoup à cette C'est-à-dire, époque-là. j'ai beaucoup voyagé, ce qui m'a empêché de continuer à filmer. Je ne pouvais pas me balader dans les conditions où je voyageais, de me balader avec le matériel de cinéma. Et ce n'est qu'en 1976 qu'en rentrant à Paris, Que tu as que j'ai réalisé un film qui commencé s'appelle Salomé. Salomé. Alors, il y a eu beaucoup de films, Oui, beaucoup de Salomé dans l'histoire du cinéma. oui. Et c'est peut-être le dernier. Je ne sais pas s'il y en a eu s'il y a eu d'autres Salomé faits depuis. Et Ah, alors, toi, ce je sais film, pas. tu t'es plus attaché au mythe qu'à Oscar Wilde. Je dirais plutôt moins du fait que je n'ai adapté aucune histoire, même l'histoire qui se trouve dans l'Ancien Testament, je l'ai dans le Nouveau, enfin dans la Bible. J'ai fait une interprétation tout à fait libre. C'est-à-dire une interprétation, Ça. par exemple, la danse des sept voiles, C'est par peut-être exemple. Alors là, tu oui, fais c'est tout un ça. travail à partir du voile. Oui, j'ai D'ailleurs, c'est pris un travail qu'on retrouvera l'idée. dans beaucoup d'autres de tes films. Oui. Le voile, tu es, je crois, le seul cinéaste à ma connaissance qui s'est amusé à travailler ça. Et pourquoi avoir travaillé à partir du voile? Tu es unique, tu es unique en ça. Alors, ça m'intéresserait de savoir comment je sais pas comment ça s'est passé au départ, comment tu as eu l'idée de faire ce travail et comment tu fais ce travail. Enfin, tu mets des personnages derrière des voiles et Oui, il y a tellement de raisons à ça, qu'en même temps, ça aplatit un peu la c'est aussi représentation. énigmatique pour moi que pour les autres. Mais en tout cas, le résultat, Disons, ce sont des images qui sont un peu aplaties, qui ressemblent plus peut-être à la peinture. Il y a mais moins de profondeur de je champ. cherche pas l'analogie avec la peinture, c'est drôle. Je pense jamais à la peinture quand je fais mes films. Oui, mais même si tu y penses pas, Oui, enfin, c'est une chose oui. qu'on peut ressentir. Par exemple, Disons, la voix, il y a c'est un moins de filtre aussi, hein, c'est un filtre, et ce qui fait qui que transforme déjà la ça couleur, transforme, la mais les lumière. couleurs, mais aussi beaucoup la profondeur de champ. Ça annihilie un peu la profondeur de Bon, champ. Ça fait plus. Quand je dis peinture, déjà, la c'est un peu le profondeur de tableau, quoi. champ, j'ai toujours essayé de l'effacer dans mes films. Alors ça, c'est quelque Déjà chose de. dans Salomé, Ça, c'est quelque chose de très j'utilisais. spécifique à ton travail parce que c'est quelque Ouais, chose qui va complètement à l'encontre de la représentation dans l'art, aussi bien que ce soit la peinture, aussi bien le cinéma, dans l'art occidental. Alors c'est justement, enfin on a déjà discuté, c'est sans doute, à mon avis, une des raisons, c'est que tu sois mexicain et la culture mexicaine, il est évident qu'elle a des fondements très différents de la culture occidentale. oui et non, tu sais, quand je suis parti du Mexique, je me sentais pas tellement différent des Européens. Mais c'est une fois que j'ai habité en France que je me suis aperçu qu'en effet, être mexicain comportait quand même des différences Parce que Artaud parlait de la fascination du importantes. Oui, vide chez les Mexicains. oui, mais Artaud, C'est un occidental qui était au Mexique. Artaud pouvait dire ça. Il pouvait voir ça, Artaud. Disons que nous, dans notre langage quotidien, on ne peut pas le dire. En tout cas, Un il y a une Mexicain ne pourrait chose pas le très dire. mexicaine aussi dans tes films, c'est cette fascination de la mort que Eisenstein a magnifiquement bien montré dans son très très beau film Que vive à Mexico. Et Oui, là, oui. et ça dans tes films, alors là, c'est une chose qui est peut-être pas complètement consciente parce que c'est ta culture et que Oh non, c'est parfaitement conscient. C'est une sorte de clin d'œil, peut-être assez superficiel. Là, c'est une figure qui me plaît, mais je pourrais
pas aller plus loin en disant que j'ai fait un travail sur le rapport de la mort. Je peux pas dire ça. Je suis jamais allé au C'est Mexique. un objet décoratif dans mes Là, films. je suis jamais allé au Mexique, mais chaque fois que j'ai vu des cinéastes occidentaux qui faisaient des films sur le Mexique, comme Werner Schroeter, Oui, qui a fait L'Ange Noir, ou Eisenstein, donc qui a fait Que vive à Mexico, il y a cette fascination de la mort qu'ils éprouvent quand ils sont là-bas. Enfin bon, chez Schroeter, c'est déjà dans son œuvre déjà européenne, dans son œuvre entière. mais c'est quelque chose qui est assez fascinant. Enfin, la mort ne fait pas peur là-bas. Est-ce que c'est vrai? Je Oui, crois je qu'elle doit crois faire pas. aussi Je peur. pense que tous les Mexicains ont aussi peur que tous les autres, tu vois. C'est drôle. Mais ils ont peut-être aussi peur, mais ils ont un autre rapport, qui est en tout cas différent, qui est plus sain en tout cas, parce que la mort en Occident, c'est quelque chose de... Peut-être du fait de voir la mort représentée partout, ça peut conditionner la- l'idée de la mort, je sais pas. Oui, c'est Je- peut-être une bonne définition. En tout cas, c'est- dans tes films, elle est vraiment présente. Et, bon, surtout dans Salomé, mais dans tous les autres aussi. Mais c'était au départ, là dans oui, dans Salomé, tu Salomé, elle as était assez où présente. tu Elle montres une était tête de mort devant Notre-Dame. pratiquement un personnage des films, oui. Quand tu montres Ouais. la tête de mort devant Devant Notre-Dame. Notre-Dame, oui, c'était drôle du fait que pour moi c'était une sorte de confrontation entre deux symboles, le symbole chrétien représenté par Notre-Dame et puis le symbole mexicain représenté par la tête de mort. Il y avait deux cultures qui étaient une sur l'autre, dans la même image. Bien, nous allons écouter dans quelques instants Salomé de Richard Strauss.
On est toujours avec Théo Hernandez sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Radio Maton de Gérard Courant. Alors on a pas mal parlé de Salomé, qui était ton premier long métrage réalisé en 1976. Oui. Et après, tu as fait toute une série de... D'ailleurs, c'était... Attends, je t'interromps, parce que c'était réalisé à quelques mètres d'ici, rue de la Goutte d'Or, pratiquement en sortant d'ici. Tu sais que c'est un immense studio de cinéma, hein, le quartier. Hein. Ah bon? Ah bah oui, enfin, il y a vraiment une figuration absolument extraordinaire. Ah oui, bien sûr, oui. Alors là, je sais pas, il ne faut pas s'amuser à classifier, étiqueter les films. Enfin, c'est un film qu'on pourrait qualifier avec beaucoup de guillemets d'underground. C'est un film qui a été montré dans des projections bon, un peu marginales. Oui, au début, je connaissais personne, donc toutes les projections, c'était des projections pour les amis. J'ai passé le film une dizaine de fois chez moi, mais c'était toujours des projections tout à fait confidentielles. Et après, on l'a vu dans un festival. Pour la première fois, je l'ai passé dans un festival à Paris. Organisé par les Suisses. Oui, par à la porte de la Paul Suisse. Bessia, oui. Oui. Et là, le film a plu et les critiques qui étaient dans la salle se sont intéressés. Puis ils ont fait des beaux articles. Oui. Et c'est à partir de là que les gens ont commencé à s'intéresser à mes films. Alors, ayant pratiquement d'un seul coup un public, ça t'a aidé sans doute pour faire d'autres films. Parce que là, après, tu as fait beaucoup de films. Oui, après, je n'as plus arrêté. Je n'ai plus arrêté. Oui. Tu as fait beaucoup de longs métrages. Oui. Christo. Oui, Christo, Lacrima Christi, Maya. L'autre Christo, AUX. Les deux Christo, oui. Esmeralda. Puis beaucoup de moyens métrages. Luna India, Liberté provisoire. Oui. Gong, Pascal, Souvenir de Paris. Un Gong qu'on a vu à perspective du cinéma français à Cannes et qui est passé à la Cinémathèque il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines. Oui. Alors là, là, à partir de Salomé, là tu t'es dit, bon, ben, je continue, enfin, je n'arrête plus cette fois-ci. Mais oui, j'avais une caméra dans la main, je n'allais plus la lâcher. Parce que le temps passe et on ne peut pas faire tout le temps des comebacks, faire des films et puis s'arrêter 5-6 ans puis recommencer. Oui, je me suis arrêté une première fois, c'était peut-être nécessaire, mais une fois que j'ai repris, je me suis dit, maintenant ça doit plus s'arrêter. Et tu t'es plus arrêté? Je ne m'ai plus arrêté. Ça fait une somme de films assez impressionnante. Oui, c'est peut-être toutes les choses que j'avais envie de faire, tu vois, cette façon de cracher tout ce que... Peut-être que maintenant, tu aurais peut-être un peu envie de t'arrêter pour te reposer un peu et repartir avec pleine force, parce à mesure de faire des films comme ça, film sur film, en faire, je ne suis pas arrivé à faire 2 longs métrages, plus plusieurs longs métrages en une année, bon, c'est quand même, on s'épuise un peu, enfin, on se vide un peu, et il faut reprendre, mais faut se recharger un peu. Peut-être qu'on améliore un langage aussi. Ouais. Je voudrais parler de Maya, là, ce film qui était fait avec un seul personnage, qui s'appelle Parvané Navaï, et que tu as réalisé dans plusieurs régions, d'abord dans la forêt de Fontainebleau, dans les îles d'Ouessant, dans l'île d'Ouessant et au Sacré-Cœur à Paris, oui. C'est un film, je voudrais que tu en parles, parce que tu as une manière de mettre en valeur les éléments de la nature, enfin, l'eau, la terre, le ciel, le feu dans la dernière partie, que tu... oui, disons que j'ai eu la chance de me trouver dans des endroits assez beaux. Non, mais quand tu dis la chance, c'est quand même voulu quand même d'aller à l'île d'Ouessant ou d'aller dans la forêt de Fontainebleau. Tu n'atterris pas par hasard quand même. Oui, bien sûr, mais quand je suis allé à l'île d'Ouessant, je ne savais pas s'il allait faire beau. Et là, comme par hasard, on a eu 2 journées magnifiques qui m'ont permis de réaliser le film. Parce qu'il n'y a eu que 2 journées de tournage dans cette séquence. 3. C'est un exemple, parce que ça fait une rapidité de tournage assez époustouflante. Mais oui, pratiquement on n'a pas arrêté. Je peux dire que même sur le bateau, je filmais déjà. Tu vois. Tu filmais la mer déjà. En allant vers l'île, je filmais déjà. C'est vrai que tu as filmé la mer comme je crois personne ne l'avait filmé. La mer devient quelque chose de complètement sensuel. On parlait de sensualité tout à l'heure, et là, ça devient complètement toutes ces formes bon, tu as filmé à des vitesses très rapides,
à 4 ou 6 images par seconde, Oui, ce qui fait que le mouvement de la mer est complètement accéléré, et ça crée des formes qui ne sont évidemment pas perceptibles à l'œil, par l'œil humain, mais que ta caméra arrive à transformer par sa vitesse, et ce oui. qui crée des formes absolument très voluptueuses. Enfin, c'est quelque chose de... Il y a une certaine forme de plaisir à regarder ça. Ça paraît incroyable, mais le résultat est là sur l'écran. Oui, Par la magie du cinéma. l'homme attire toujours dans mes films. Je filme souvent l'eau. Enfin, moi aussi, j'aime beaucoup l'eau Oui, dans un film comme Cœur bleu. oui. Oui. C'était des lacs. Là, la mer, On a des points en commun. là, j'avoue que c'est une manière assez époustouflante de filmer la mer. Puis après, dans ce film, tu filmes le feu. Et là, pareil, en suivant une méthode un peu identique, en filmant Oui. avec à des vitesses très très rapides, tu filmes la nuit avec Parvané Navaï qui danse dans les flammes. Et là, là, vraiment, il y a une danse des flammes. Ce sont les flammes qui dansent sur l'écran. Oui, ils sortent d'amalgame entre la forme de Parvané et les formes des flammes. On sait plus ce que c'est. C'est assez intéressant, mais le feu est plus difficile à filmer du fait qu'on ne peut pas s'approcher. Mais le sujet du film, c'est quand même les éléments de la nature. Mais c'est la nature en soi, c'est toutes les formes de la nature, Et le fait que ce soit une l'eau. femme qui soit filmée, parce que dans la plupart de tes films, c'est plus des hommes qui sont filmés. Et là, sur un film sur la nature, c'est une femme. Alors, est-ce que c'était prémédité ou c'est cette rencontre avec Pour Parvané moi, qui... c'était assez prémédité du fait que je Parce que trouvais la qu'une nature femme égale la femme. incarnait mieux l'idée de la nature, mieux que l'homme. Enfin, moi, je le pense, mais dans ton univers où il y a plus d'hommes, ça, je me posais la question. Parce que c'est quand même beaucoup plus un univers d'hommes, ton cinéma. Et Mais là, disons que le sujet, pour moi, il demandait une femme. ouais, Donc, j'ai proposé à une femme ouais. de participer dans le film. En tout cas, le résultat est parfaitement réussi. J'aurais eu beaucoup de mal à le faire avec un homme. Je ne le vois pas dans le rôle. Pourquoi pas la nature égale un homme? Bon, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Enfin, moi, je suis pour l'idée que ce soit une femme, mais enfin, on peut peut-être pousser plus loin l'analyse de la nature. Enfin, Oui, là, disons, c'était une femme de la nature. Peut-être c'est plus simple parce que la à nature, dire. Oui. c'est égale la femme, égale le féminin. Je sais Disons que pas. je pensais que ça s'accordait bien. Je ne peux pas dire que la femme est égale à la nature, mais j'ai trouvé que c'était l'élément féminin, un élément qui s'accordait très bien avec l'eau, avec le vent, avec le feu aussi. Et là, pourquoi Et tu as surtout, voulu c'était quelqu'un qui assumait très bien les éléments. C'était une fille qui aimait beaucoup la nature, qui s'identifiait beaucoup. qui dansait pieds nus dans la neige Voilà. de l'île de Donc, France? je pouvais faire le film avec elle parce elle aimait ça. Et là, tu as fait aussi, enfin, un peu parallèlement, une trilogie qui est devenue un peu une tétralogie de la Passion. Avec Oui, Christo, oui, la le Prima point de Christi. départ, c'était la passion du Christ. C'est devenu le corps de la passion tout court. La passion en tant que sentiment, la passion du cinéma aussi. Euh, c'est commencé avec Christo en 77. Et la dernière partie, c'était Graal, tourné en 80. Et là, c'est un regard tout à fait particulier sur la Passion Ah oui, par ce film, j'ai parce que voulu d'abord ce ne sont pas des commencer. films du tout chrétiens que tu as Oui, fait, c'est plutôt des... Ils prennent un peu les mythes, certains mythes et peut-être même certaines images de marque du christianisme que oui, tu refaçonnes complètement par ton regard par exemple sur la simple multiplication des poissons qu'on connaît dans l'évangile. Là, dans ton deuxième Christo, tu en fais une séquence absolument extraordinaire où, où tu immortalises et fais vivre complètement un poisson qui est c'est un maquereau, enfin qui est mort, qu'on voit à travers le cristal qui se multiplie cinématographiquement. C'est un miracle complètement cinématographique.
Oui, ça dépasse Et donc cette séquence, la mythologie chrétienne. au lieu de Enfin, durer, je sais pas, peut-être 30 secondes comme dans un film de Pasolini, elle dure peut-être un quart d'heure dans ton film, peut-être même plus d'un quart d'heure, ça oui, c'est n'arrête plus, encore. ça devient quelque chose qui ne peut plus s'arrêter et on prend du plaisir. Là, je reviens à la notion de plaisir, on prend du plaisir à regarder ça et on se pose même plus des questions. Et pourquoi pendant un quart d'heure on voit un poisson? On voit un poisson et on entre dans l'écran et on se baigne dans l'écran et on se pose pas de questions, on se laisse aller. Quoi. C'est ça. C'est quand je disais tout à l'heure que le cinéma d'intellectuel n'a jamais très bien marché. Là, c'est vraiment le contraire. Il y a un plaisir à filmer ce poisson et là, tu y vas jusqu'au bout de ce qu'il est possible de filmer. Jusqu'au bout du plaisir, voilà. C'est la durée du plaisir qui est importante dans mes films. Alors là, par exemple, il y a aussi le fait que tu as filmé, par exemple, le premier Christo, surtout en décor naturel, et le deuxième Oui, Christo, c'est surtout un film fait en intérieur, beaucoup de noir, enfin, c'est assez oui, proche de la mort, enfin, on parlait de la mort tout à l'heure. oui, C'est quelque chose de, à mon avis, avec Salomé, ton film qui est le deuxième Christo est le plus proche de la mort. voilà, voilà. Christo et Salomé, ce sont deux films qui se rapprochent de l'espace qu'on discerne à la mort, l'absence de toute référence extérieure, par exemple. Il y a que les personnages qui évoluent dans le film. Et à la fin Il n'y a pas de référence à une réalité et- extérieure. mais à la fin du deuxième Christo, d'un seul coup, on sort de l'intérieur, et là, Euh, on est d'un seul coup baigné par la lumière du soleil et le film Et le rythme explose, du enfin c'est une film explosion. explose, oui. Il est complètement découpé en morceaux. C'est une sorte Tu de... n'as pas filmé la même vitesse, enfin dans le rythme même du film, il y a une rupture. Enfin, c'est pas vraiment une rupture parce que c'est le prolongement de ce qu'on a vu avant, mais il y a cette explosion, enfin qui nous amène un peu vers, une sorte d'au-delà. Enfin, je sais pas, c'est Et qui est celui-là d'ailleurs. C'est la réalité telle qu'elle, découpée en morceaux. c'est vrai que c'est de la réalité, mais qu'est-ce que ça veut dire la réalité au cinéma quand on Oui, je veux dire, ça c'est les choses qui sont là et qu'on peut filmer oui, mais tu sais, Rossellini sans disait exactement la effort. même chose, il changeait rien, mais quand on voit les films de Rossellini, c'est les plus anti-réalistes qui soient. Quand il filmait Stromboli, quand il filmait sa femme, Ingrid Bergman, Oui, bon, on croirait que c'est à la fois un documentaire, c'est vrai, ça devient complètement une fiction, en plus complètement chrétienne. Enfin, on va pas faire l'analyse d'un film de Rossellini maintenant, oui. mais la réalité filtrée par une caméra, qu'est-ce que c'est? Chaque cinéaste a sa définition, ouais, je pense.